Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles tels que les grossesses arrêtées, le deuil périnatal et la maladie. Nous vous invitons à l'écouter dans les meilleures dispositions émotionnelles possibles. Merci. Un petit mot avant de débuter cet épisode pour vous avertir que lors de l'enregistrement et du montage de celui-ci, Catherine était enceinte. Malheureusement, entre-temps, notre Catou a perdu ce petit bébé nommé Ilias. Alors nous pensons évidemment à Catou, son mari et à cette petite étoile. Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui se veut être une parenthèse douce et pleine de vie dans l'univers complexe et émouvant de la maternité. Chaque mardi, je vous invite à plonger dans les témoignages sincères et authentiques d'une maman qui, avec son cœur et ses mots, partage son parcours, de la grossesse à l'accouchement, en passant par le postpartum évidemment. Mais Super Mama, ce n'est pas seulement une voix qui résonne dans vos écouteurs. C'est aussi une marque pensée avec amour pour vous, ces femmes qui portent la vie et qui ont besoin de douceur. Des soupes réconfortantes, des bouillons pleins de saveurs, créés pour nourrir et apaiser vos corps, mais aussi des accessoires qui vous accompagneront à chaque étape de ce voyage unique. Vous pouvez découvrir tout cet univers en vous rendant sur le site www.super-mama.fr. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par chaque histoire, chaque mot, chaque souffle. Ici, c'est un espace créé pour vous, un endroit qui célèbre les femmes, tout simplement. Je vous souhaite une très belle écoute. Lorsqu'Anaïs m'a contactée pour me raconter sa deuxième grossesse, marquée par la peur et le stress, elle m'a aussi parlé de son amie Catherine, ou Catou, comme on l'appelle tendrement, qui venait de traverser l'impensable, la perte de son bébé, Adam, à quelques mois de vie seulement. Alors c'est apparu comme une évidence, réaliser un épisode à 3 voix pour raconter la trajectoire de ces deux femmes liées par une amitié indéfectible. Anaïs, après la naissance de son petit Auguste, a vécu 3 grossesses arrêtées. De son côté, Catherine, à qui on avait annoncé une infertilité, est finalement tombée enceinte. Mais elle aussi a connu la douleur de la fausse couche avant de porter à nouveau la vie, celle d'Adam. Un accouchement par césarienne, une rencontre espérée comme magique, et pourtant, le monde s'est effondré lorsque les médecins ont annoncé que son bébé souffrait de multiples handicaps, avec une espérance de vie d'1 an. Une nouvelle qu'aucun parent ne devrait jamais entendre. Après des mois d'examen, une hospitalisation à domicile et d'innombrables moments de tendresse, Adam s'est finalement éteint à l'âge de 5 mois. Alors justement, comment survit-on à l'insurvivable ? Comment, pour Anaïs, envisager une nouvelle grossesse alors que son amie traverse un drame inimaginable ? Et comment une amitié profonde, une foi immense et une résilience hors du commun peuvent permettre de retrouver le goût de la vie ? Dans cet épisode, nous retraçons les parcours entrelacés de ces deux mères, de ces deux amies et de ces deux femmes dont la force inspire. À l'écoute de leurs récits, on se rappelle à quel point chaque enfant est une bénédiction et que même dans la douleur la plus brute, la vie parvient encore à faire naître la lumière. Aujourd'hui, Catherine entame sa 4e grossesse, portée par la conviction profonde que ce bébé à venir sera plein de vie, et c'est évidemment tout ce qu'on lui souhaite. Alors merci Anaïs, merci Catherine, pour ce témoignage d'une émotion rare. Merci d'avoir trouvé la force de raconter pour toutes les mères et tous les parents qui traversent l'inimaginable. Et merci à vous, fidèles auditrices, pour votre écoute bienveillante et emplie d'amour. Coucou Anaïs, coucou Catherine, merci beaucoup d'être toutes les deux aujourd'hui avec moi sur Super Mama. C'est vraiment une joie pour moi de faire un épisode à 3 voix, même si j'avoue que c'est un petit peu stressant parce que c'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire. Mais en tout cas, je suis sûre que ça va très bien se passer, même si aujourd'hui, on va évidemment parler d'un sujet qui est assez lourd. Alors, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, c'est Anaïs qui m'a contactée par mail pour me parler un petit peu de son histoire de maternité. Et elle m'a également parlé de l'histoire de sa copine, de son amie Catherine, voilà, qui a vécu malheureusement un drame. Donc, on reviendra un petit peu plus en détail, évidemment, sur tout ça. Mais d'abord, les filles, est-ce que vous pouvez tour à tour vous présenter? Catherine, je te propose de commencer. Merci Lou de nous recevoir. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, pour me présenter, j'ai bientôt 42 ans. Je suis mariée et je suis maman de 3 étoiles. Euh, voilà, que dire d'autre? J'ai jamais réussi à me présenter. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Où est-ce que tu habites, par Ah exemple? oui. Alors, je suis sur Valenciennes, dans le Ouais, Nord. d'accord. Donc, quand tu dis maman de 3 étoiles, c'est-à-dire que tu as malheureusement perdu 3 enfants, c'est ça? Exactement. Oui.
D'accord, bon, on reviendra du coup sur Mhm. l'histoire plus tard. Anaïs, est-ce que tu peux rapidement te présenter également, s'il te plaît? Oui, donc moi je m'appelle Anaïs, je suis également mariée à Pierre depuis quelques années maintenant. Et puis moi j'ai deux enfants, Auguste qui a 3 ans et demi et Pia qui vient d'avoir 1 an. Et Et je ouais. suis infirmière. D'accord, et tu habites où, à Valenciennes également? Non, moi j'habite à Paris. À Paris, bon. Et alors, vous deux, racontez-nous un petit peu comment vous vous êtes rencontrés et à quel moment? Oh, ça Euh, date, une dizaine d'années maintenant. Ça fait une c'est dizaine ça, d'années, oui. il y a bientôt 11 ans. On s'est rencontrés par le biais d'une amie dans un D'accord. bar pendant une soirée. Et puis je pense qu'on a tout de suite accroché avec Katou. Moi, je l'appelle comme ça. C'est Katou pour moi. C'est Tata Ouais. Katou. Voilà, on s'est rencontrés comme ça. C'était un peu un hasard au final. Mais tu venais voir notre ami en commun qui était également ta collègue. C'est Moi, ça. je travaillais dans ce bar, j'organisais des concerts à l'époque. Ah ouais. Et ouais, 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 ouais. Et donc, bah, on a eu le feeling tout de suite. Et puis, voilà, 11 ans après, je suis la marraine de ta fille et C'est je ça. suis Ah honorée oui. de ce rôle dans ta vie. Voilà. Dis donc, ouais, une belle histoire d'amitié. Vous arrivez quand même à vous voir régulièrement ou à vous appeler peut-être? Ouais. Oui, on s'appelait. On On s'appelait. s'appelle beaucoup, on s'envoie beaucoup de messages, les choses de la vie font que, en fait, on est loin et voilà, depuis 3 ans, en fait, il y a beaucoup de bouleversements dans nos vies et beaucoup de choses qui se passent, donc on se voit peu, mais je pense on s'appelle tous les jours, on partage tout, enfin vraiment, c'est un dialogue quotidien qui ne s'arrête pas, en fait. Et Donc, ça, c'est beau, c'est ce qui est beau dans les amitiés, donc c'est génial, c'est beau à voir. Bon, et alors les filles, vous, si on parle un petit peu maternité, par exemple, toi, Anaïs, à quel moment tu t'es dit, tiens, j'ai envie d'avoir des enfants, c'est quelque chose, voilà, que j'ai envie d'expérimenter. À quel moment c'est arrivé dans ta vie, ça? Moi, ça arrivait dans ma vie après mon mariage. Traditionnellement, je ne voulais pas tomber enceinte avant d'être mariée. D'accord. C'était pas quelque chose que j'arrivais à concevoir dans ma vie. Et je pense que Pierre, mon mari, non plus. Donc, on s'est mariés et directement après, on a essayé d'avoir un enfant. C'est quelque chose qui s'est imposé à nous un peu comme ça. C'était une évidence. Il n'y a pas vraiment eu de discussion entre nous. C'était vraiment comme ça, vraiment. Dans l'ordre Et des choses, c'est finalement. ça, Ouais. vraiment dans l'ordre des choses. Et c'était pas quelquefois on peut entendre, ah là, c'était une pulsion, j'en avais besoin, j'en avais envie, ça m'était imposé. Moi, j'ai pas ressenti ça, c'était beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. Voilà, c'était comme ça. Génial. Et alors, en quelle année vous avez décidé du coup de... Enfin, en quelle année ça s'est imposé à vous, du coup, de créer votre famille? Eh ben, on s'est mariés en 2020 Mhm. et ben, c'était directement après. On s'est mariés en août 2020 et donc on a commencé les essais bébés en septembre, quoi. Et oui, dans la foulée. Et alors, est-ce que t'es rapidement tombée enceinte? Alors, je suis tombée enceinte pardon, en mai. Mhm. Et ça a remué quand même le fait que ça n'arrive pas tout de suite. J'avais été longtemps sous pilule, un retour de cycle qui était un peu long, etc. Et ça m'avait un peu inquiétée. Ce qui m'a poussée à consulter une sage-femme qui fait de l'acupuncture, D'accord. une perle. C'est ma bonne étoile. C'est Mhm. vraiment qui m'a énormément rassurée et qui m'a beaucoup accompagnée. Et puis au final, je suis tombée enceinte naturellement en mai, donc quelques Génial, mois ouais. après, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est toujours un peu long quand on est un peu pressé. Voilà, les C'est ça, mois semblent des années, hein, ça, c'est ça. on est nombreuses à connaître ça. Et Oui. alors, toi, Catherine, en 2020, 2021, où est-ce que tu en étais dans ta vie? Est-ce que tu étais déjà avec ton conjoint actuel ou où est-ce que tu en étais?
Je me suis mariée en 2018. Quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai dit avant même le mariage qu'on m'avait toujours déclarée infertile de par le syndrome des ovaires polykystiques, le Ah, diabète. Voilà, ma condition de santé faisait que les médecins avaient un pronostic très peu encourageant pour une grossesse. Quand j'ai rencontré mon mari, de par sa foi, m'a dit de toute façon, c'est pas nous qui décidons, on va essayer. Donc d'accord. 2018, on s'est mariés, mais on a voulu attendre d'avoir tous les deux une situation stable, un Et- emploi stable chacun. hmm. C'est arrivé en 2021 et en 2021, donc on a commencé le parcours PMA. Ok, Oui. Et ça a été pour moi une course à la santé, c'est-à-dire stabiliser le diabète, équilibrer une harmonie hormonale. Donc voilà, ça n'a pas. On était obligé de passer par un parcours PMA. Ça a mis une grosse année avant qu'on puisse commencer un premier protocole. ah oui, d'accord. Voilà. Et donc première grossesse en septembre 2022, Ok. avec l'aide de la PMA. Euh, et donc la première grossesse, bébé s'est envolé au cours du premier trimestre. Donc, tu as Et fait une fausse couche oui, spontanée, oui. comme on l'appelle, Oui, ouais. c'est ça. J'aime pas ce terme de fausse couche parce qu'on ne le vit dans un cœur de maman, on ne le vit pas comme une fausse couche. On Bien vit comme sûr. un deuil, comme une perte. Alors c'est différent des autres pertes, mais ça reste quand même quelque chose d'extrêmement violent. Hmm. Et donc à ce moment-là, la docteure de la PMA nous a dit, il va falloir faire une pause, revoir un peu comment on remet un protocole en place. Bon là, moi j'avais déjà 39 ans. Avec mon mari, on s'est dit, l'espoir, voilà, Bien ça me sûr. nuise. Et je suis tombée enceinte en décembre donc 2022, de façon Hmm. naturelle. Ah Je oui, donc ça, reviendrai, c'est je quand même reviens. un miracle, Ouais, sachant qu'on t'avait déclaré infertile tout initialement, à quoi. fait, tout à Ok. fait. Et donc on reviendra sur l'histoire de mon deuxième. Ma troisième grossesse, pareil, ça a été une grossesse spontanée. Celle-ci était en décembre 2024, mais D'accord, oui. qui a également fini par une fausse couche. Hmm. Voilà. D'accord. Et là, actuellement, je suis enceinte d'une petite luciole. Et oui, ça, Et c'est la bonne on nouvelle. croise les doigts pour que tout se passe bien. Bah oui, carrément, on les croise bien fort. Donc toi, Anaïs, donc tu tombes enceinte en 2021, c'est ça? Tu accouches du Oui, coup en début 2022? oui, Auguste est né le 29 janvier 2022. Ok. Tout s'est bien passé, vraiment une, une grossesse, une grossesse tout à fait normale. Juste pas mal d'angoisse. J'ai fait de l'hyperémèse gravidique. Ah oui, alors ça, ce Euh, sont les vomissements qui durent et qui perdurent, parfois tout le long de la ça, grossesse. et Oh, ça, moi, ça a vraiment duré 6 mois. ouais. Perdu 10 kilos, vraiment des vomissements à ne plus en finir. Et le Cariban n'existait pas encore. Il y Et avait, oui, ça, c'est le médicament c'est ça magique. n'existait pas encore, c'était pas encore sur le marché et c'était le Donormil. Moi, on me traitait par Donormil et par acupuncture. Et puis, cette grossesse m'a fait remonter beaucoup d'angoisses, des angoisses de mort. Et je pense que c'est l'hyperémèse aussi Bien sûr. qui m'a fait vivre ça, en fait. Donc, voilà, une belle prise en charge à l'hôpital Necker, aussi bien sur le plan somatique que psychique. Et ça, je les remercie énormément de m'avoir accompagnée comme ça et de pas m'avoir laissé sur le bas-côté quand j'étais pas bien. Bien Donc, sûr, c'est important, ouais. ouais. Et Auguste donc est né le 29 janvier et je pense que le lendemain, en fait, le lendemain soir, on était à trois dans notre petite chambre à Necker et j'ai dit à Pierre, bah, en fait, je veux un deuxième. À peine accouché, ça C'est y est, ça. toi, t'étais Ouais. motivé, quoi. Et là, c'était une pulsion. C'est Ouais. ce dont je parlais tout à l'heure, de cette envie irrésistible où c'est comme ça. Et ben là, c'était vraiment comme ça. Il m'en fallait un deuxième, tout de suite, maintenant. Ouais, c'est l'appel du ventre, c'est C'est vraiment, ça. c'est dans les tripes, hein. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Au plus profond de moi, j'avais envie d'un deuxième. Et donc, je suis retombée enceinte pardon, 6 mois plus tard. Ok. Et j'ai malheureusement fait une première fausse couche
le jour de mes 30 ans. Ah, Voilà. J'ai fait une deuxième fausse couche à Pâques, donc en 2023. ouais. Et j'ai fait une troisième fausse couche en décembre, le premier dimanche de l'Avent, en décembre 2023. Mhm. Et je suis tombée enceinte de Pia, donc notre deuxième, en janvier 2024. Voilà. Ok, oui, donc vous avez quand même toutes les deux subi, vécu en tout cas des grossesses comme ça arrêtées, plusieurs en plus, hein, même si on sait qu'on est quand même beaucoup à être passé par là. Est-ce que vous en parliez justement, vous, entre copines? Est-ce que vous vous êtes soutenues mutuellement? Comment vous traversiez ça? Euh, Moi, quand j'ai fait ma première fausse couche, et toi, Katou, ta première fausse couche, c'est là où on s'en est parlé. Je me souviens de s'être souhaité nos vœux. Et puis bah là, bah, Katou me dit, bah, en fait, j'ai fait une fausse couche. Et moi, je lui dis, bah, moi aussi, en fait, j'en ai fait une. Hmm. Et donc, bah, ça s'est fait comme ça, en fait. On a commencé à en parler comme ça. Et depuis, en fait, c'est toujours ce jeu entre la vie et la mort. Il y a une d'entre nous qui porte la vie, l'autre qui vit un deuil. Et puis, on est en alternance comme ça depuis bah, quasiment 2 ans au final. Et ouais, et la frontière, c'est vrai, entre les deux est très, très mince, très Mm, fine. mm. Toi, Katou, comment tu te sentais là, justement, cette fin d'année 2023, compliquée? Est-ce que tu arrivais à trouver peut-être des passe-temps, des hobbies, des choses ou des personnes clés aussi sur lesquelles te reposer pour maintenir la tête hors de l'eau? Là, du coup, tu parles de fin de 2022, la première fausse Oui, couche. pardon, Oui, excuse-moi, oui. oui. Alors, moi, j'ai ressenti la violence de la considération qu'on avait pour une fausse couche jusqu'au plus profond de mon âme. Et j'en ai fait un peu un combat, entre guillemets, de ce tabou de ne pas de devoir taire les fausses couches, de comment on est traité quand c'est avant les 3 mois, le premier, quand c'est pendant le premier trimestre, pardon, je bégaye. Bien sûr. Et donc j'étais effondrée, mais j'avais un côté un peu militant de faire vivre parce qu'en plus, à cette fin 2022, je ne savais pas encore que j'étais enceinte de mon deuxième. Ah, Et nous, chez nous, dès qu'il y a un cœur qui bat, on donne un prénom. Donc pour te d'accord. dire à quel point on a mis une valeur d'amour et de familial rien que sur notre premier bébé, donc Isaac, je ne l'ai pas encore nommé. Et bah, cette fin d'année, après, il y a eu le côté, bon, ben, j'étais un peu abattue parce que la PMA nous avait demandé de faire une pause. Euh, mais il faut avancer. Donc voilà, avec Anaïs, on a toujours parlé avec le cœur et avec transparence, donc très grand soutien. J'avais pas d'accompagnement psy à l'époque. D'accord. Et après, j'ai vite appris la grossesse de mon deuxième. Et Ouais. bon, bah, du coup, ça remet de la vie dans notre position entre ciel et terre. J'ai une maman Bien sûr. ressource endeuillée qui utilise souvent ce terme, être entre ciel et terre. Et c'est vraiment ce que nous, les mamans, ayant connu la perte d'un enfant, que ce soit en début, en fin de grossesse ou après, voilà, pour la vie, c'est ça, entre ciel et terre. Et ouais, bien sûr. Alors justement, tu apprends cette deuxième grossesse en 2024, c'est Ouais, ça? ouais, ouais. J'imagine que lorsque tu découvres le test positif, là, tu dois être folle de joie. Ah, au top du top, bien sûr. Ouais, Bien sûr. En plus de ouais. façon naturelle. Donc là, pour moi, il n'y avait pas de Incroyable. doute. Pour moi, il Ouais, n'y avait pas de doute, tout allait bien se passer. ouais, J'ai t'étais eu une... confiante. Ah ouais, ah ouais, ah, j'étais Hmm. heureuse. Mais à partir du moment où on a mis en place le parcours PMA avec mon mari, on voulait une tribu de toute façon. Ouais, c'était On l'objectif. s'arrêterait pas. Ah, voilà. Malgré les épreuves, c'est sûr qu'on voulait avoir notre famille. Et Ouais. donc, bah, heureuse. Alors, j'ai eu une grossesse, premier trimestre très compliqué. J'ai eu des maux de grossesse vraiment très intenses. Pas autant qu'Anaïs, Ouais. mais vraiment des nausées, des étourdissements, de la fatigue, plus, plus, plus. Mais j'étais heureuse. En fin de grossesse, quand on a le ventre bien rond et qu'on est lourde, j'étais une otarie Tu heureuse. couvais comme ça Ah, ton bébé à complètement. venir, ouais.
Et pourtant, ça a été une grossesse extrêmement médicalisée de par le diabète. Ok. Donc, tous les mois, hospitalisation diabéto pour surveiller le diabète, surveiller la pré-éclampsie, donc des échographies assez régulières. Mais en milieu médicalisé, c'était pas en mode tu vas chez une sage-femme et où t'es couconné. Non, c'est Bien sûr. l'hôpital public. T'arrives, c'est à la chaîne, on prend pas le temps de t'expliquer. C'est un peu froid parfois. Et puis, Mais c'est pas grave, fallait le faire. Et je maintenais un diabète parfaitement équilibré. Donc ça, c'était mon objectif. N'avoir aucun comportement toxique et aucune mauvaise santé pour que bébé puisse grandir comme il faut dans mon ventre. génial. Et Voilà ton pour terme l'histoire de la grossesse. était prévu Le terme, quand? le terme était prévu milieu septembre et de par donc le diabète, on y revient toujours, ils ont voulu me déclencher. Un déclenchement chaotique ou fait que de souffrance qui n'a pas fonctionné. Ça a commencé par le premier ballonnet, un deuxième ballonnet plus grand, enfin un double ballonnet, des médicaments qui n'ont pas fonctionné. J'ai fini sous morphine à haute dose, donc avec beaucoup d'inquiétude parce que moi, si on m'injectait de la morphine, forcément ça passait par bébé. Eh oui. Ils n'ont pas voulu lâcher le truc quand je leur ai demandé d'arrêter le déclenchement, que ça ne fonctionnait pas. Je connaissais mon corps, je savais que mon bébé, à l'époque, on n'avait pas voulu savoir le sexe, donc je savais pas Mm. encore que c'était un fils. Je savais pas que mon bébé, enfin, je savais que mon bébé ne voulait pas sortir et que là, fallait faire une pause. Et puis finalement, ben, ils ont fini par faire une césarienne en Une urgence. césarienne d'urgence, code rouge, Non, pas code rouge. Non. code Mais il orange. fallait plus. Je sais que c'est pas code rouge, mais D'accord. fallait plus attendre. Et Ok. ils avaient percé la poche des os. Bébé était dans son méconium. Enfin, il y a un moment, il fallait faire quelque chose, quoi. Là, en fait, ils m'avaient stressé avec les ballonnets et comment ça s'appelle? Je ne sais plus les médicaments là, qui sont censés déclencher les contractions. Alors, j'avais des contractions de fin d'accouchement, mais sur un col ouvert à peine à deux. Ah oui, d'accord. Ouais, le C'était corps. contre nature. C'était Ok. contre nature. On n'était pas sur le bon timing. Mais bon, voilà, à l'époque, maintenant, je ne ferai plus entendre ma voix. Déjà, je ne pense pas réaccepter un déclenchement. Enfin, on verra. On verra. Milieu D'accord. médicalisé. Vous m'entendez? Ah, vous m'entendez? Mm. Oui, pardon. Le milieu médicalisé est très important et je lui dois beaucoup, énormément. Mais parfois, ça peut être difficile à vivre. Eh oui, bien sûr. Et toi alors, Anaïs, pour quand était prévu ton terme? J'ai pas entendu. Oui, à toi, Anaïs, du coup, pour quand était prévu ton terme? Pour, pour ma fausse couche. Ah non, alors, parce que quand t'es retombée enceinte en 2024 pour Pia, non? Oui, pour Pia, oui, oui, je suis retombée enceinte. Euh, Attends, parce que là, au niveau de la chronologie, on en est à Parce que pour toi, Katou, on est en septembre 2024. Oui, 2023. Ah, 2023. 2023, excuse-moi, d'accord. Septembre 2023, Katou, donc elle est enceinte. Elle l'apprend donc en décembre 2022, enfin janvier 2023, tu Oui, apprends ça? oui, Et oui. moi, Voilà. en fait, je fais une fausse couche pendant Pâques 2023. D'accord, ok. Donc là, Euh, à ce moment, Katou est enceinte. voilà, c'est ça. Ok. Ensuite, Katou donc accouche en septembre. Pardon. Et toi, Anaïs, tu retombes enceinte? Ouais, je retombe enceinte en décembre. D'accord, de cette même J'ai année. Voilà, j'ai une nouvelle grossesse arrêtée. Et ensuite, je tombe enceinte de Pia en janvier. D'accord. Donc toi, Katou, tu as déjà accouché, du coup, quelques mois auparavant. Comment ça se passe? Raconte-nous un petit peu, du coup, l'arrivée de ce bébé. Alors, l'arrivée d'Adam, notre fils. Adam. Donc, la grossesse, comme je l'ai dit, tout s'est très bien passé, médicalisé, rien n'a été vu pendant la grossesse. Donc, césarienne. Et là, on sort mon bébé et il ne crie pas. Alors, avec mon mari, j'avais tendance à lui faire voir les épisodes de Baby Boom. Bien sûr. Et c'était une de mes plus grandes attentes pour sa naissance, c'était d'entendre crier mon enfant. Et là, donc, césarienne, j'avais réussi à avoir mon mari à mes côtés. Je tourne ma tête vers mon mari, je dis, notre bébé, il n'a pas crié. Et là, dans mon cœur de maman, j'ai su tout de suite que euh, c'était pas bon. Ils ont pris Adam pour aller lui faire un désengorgement, une aspiration. Donc moi, je suis partie en salle de réveil et j'ai dit à mon mari, Ahmed, j'ai dit, va avec notre fils. Là, moi, je peux rien faire, il y a que toi qui peux être à ses côtés.
Et ils nous ont ramené donc à Dame en salle de réveil une petite demi-heure après. Je l'ai mis sur moi quelques instants et il a commencé à faire des petites bubules avec sa bouche, à avoir des difficultés de respiration et puis à pas vouloir venir au sein. Alors j'avais mis un point d'honneur à prendre mon colostrum, je voulais allaiter, c'était très Ouais. important pour moi. Et il n'avait pas ce réflexe de venir au sein. On est monté en chambre et là, ils lui ont mis ce qu'on appelle un scope pour prendre sa saturation en oxygène. Et ils nous ont dit, D'accord. si ça descend en dessous de 90, vous nous rappelez, on sera obligé de l'emmener en soins intensifs. Il est descendu à 69, on les a appelés, ils l'ont pris tout de suite en urgence et c'est là que a commencé le cauchemar. Donc moi, j'ai sombré 2 heures puisque je venais d'être anesthésiée, il y avait la césarienne. Au bout de 2 heures, j'ai appelé une infirmière, j'ai dit, vous me mettez sur un fauteuil roulant, je vais être auprès de mon fils. Et là, je suis Mhm. arrivée en néonate, la néonate, que je remercierai jamais assez, les infirmières, les pédiatres, et donc le système médicalisé, parce que c'est eux qui nous ont permis d'avoir autant de temps notre fils à nos côtés. Sans la médecine, on n'aurait pas pu l'accompagner. Et donc, j'arrive en néonate, et là, je le vois branché de partout. Et on apprend qu'il est polyhandicapé, syndrome polymalformatif, arthrogrypose, hypotonie, absence de déglutition. Je ne savais même pas qu'on ne pouvait pas déglutir. Euh, Et donc, je le vois avec une sonde nasogastrique, un appareil pour respirer. Voilà, Mais voilà comment s'est passé l'après. là, on vous annonce cette nouvelle terrible alors que aucun signe Rien, n'avait. rien Aux du tout. échographies, tout était OK, tout était bon. Absolument rien. Après coup, pendant la grossesse, on avait fait, donc c'était pas un milieu médicalisé, mais une séance d'échographie 3D. Oui, Et quand je suis revenue après toute notre histoire sur ces échos, on voyait très bien ces petits membres handicapés. On voyait, mais il y aurait fallu. Moi, j'ai pas un œil d'expert en tant que maman. Quand on a eu l'écho 3D, je voyais son petit visage, j'étais amoureuse bien de sûr, mon bébé. bien sûr. Euh, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'a pas su tout de suite sa maladie. On l'a su qu'un an après. D'accord. Mais ce qui a été révélé au cours des soins intensifs, c'est qu'il avait une atteinte sévère du tronc cérébral. Le tronc cérébral, il faut savoir que c'est la télécommande du corps. C'est ce qui nous permet de respirer sans le savoir, de digérer sans le savoir. Tout le mécanisme harmonieux du corps est géré par une partie du tronc cérébral. Et donc, cette atteinte faisait qu'il ne pouvait pas déglutir. La digestion, bah, parfois, ça allait en sens inverse. Et donc, ça a provoqué des douleurs, des... Voilà, je me perds un peu dans les Oui, explications. bah oui, c'est terrible. Donc là, à ce moment-là, on vous annonce ça. J'imagine que pour vous, le ciel vous tombe sur la tête. Tu sais plus comment tu t'appelles, tu sais plus comment tu vis. Ta seule ligne de conduite, c'est je suis là, je reste auprès de mon enfant. Plus je serai à côté de lui, plus il sera fort. Parce qu'à ce moment-là, on ne savait même pas qu'il avait l'atteinte du cerveau. On ne savait rien, on ne savait pas pourquoi il était polyhandicapé. On ne savait pas si c'était, par exemple, un syndrome comme Prader-Willi et donc il y aurait des choses à mettre en place. Tout ce qu'on savait, c'est que papa et maman devaient être là et qu'on ferait tout pour qu'il ait les mêmes chances que n'importe quel enfant dans la vie. Mais en tout cas, on vous dit, alors excuse-moi si je suis peut-être maladroite, mais on vous dit qu'il peut quand même survivre On dit avec rien, ce... non, Non, on vous dit non. rien. Non, il dit on ne sait pas, on doit faire des examens. Donc c'est un peu au jour le jour, selon les résultats qui Complètement, tombent. Ok. complètement. C'est ça. Tu es là, tu sais pas quand tu vas sortir, si tu vas sortir, si ton bébé, par exemple, je vais prendre, voilà, si bébé a une trisomie, on sait à quoi s'attendre, on sait ce qu'on doit mettre en place. Mais Oui. là, ils savaient pas. Ils ont fait des tonnes et des tonnes de prises de sang. Un jour, ils ont dû lui faire une analyse sanguine en intraveineuse, 18 tubes qu'ils lui ont pris. 18 tubes. D'ailleurs, après cette fois-là, on a dit stop, on a dit on veut plus d'examen. C'est fini la souffrance. Parce qu'en plus, très vite, il a fallu le mettre de fortes doses d'antidouleurs. Et après, pendant la néonate, on a été envoyé à plusieurs reprises à Jeanne de Flandre, à Lille. D'accord. Je Ouais. l'appelle ça l'hôpital du docteur House. Parce que là-bas, tu arrives avec ton enfant malade en Ouais. pédiatrie. Dans la journée, les examens, ils sont faits. Si c'est pas la journée, c'est le lendemain. Ah Et oui, c'est là, ultra et c'est rapide. là-bas qu'on a su, au bout de 3 mois, qu'il était condamné. On n'a pas su pour quelle maladie exactement, on l'a su qu'un an après par la génétique, mais au bout de 3 mois, on a su qu'il aurait une petite vie d'un petit bébé pas plus de 1 an.
Et là, on est retourné à Valenciennes en néonat. J'ai regardé l'équipe médicale, j'ai regardé ma psychologue, j'ai dit, faut tout faire, faut tout mettre en place pour que nous, on veut rentrer à la maison. Nous, on veut que notre fils connaisse sa maison. On va apprendre à faire les soins, on va apprendre à lui donner plein d'amour, on va apprendre à gérer le scope, à faire l'alimentation nasogastrique, on va tout apprendre, mais on veut rentrer à la maison. Donc voilà, on est rentré à la maison, on a eu 2 mois. 2 mois à la maison. Donc là, vous vous êtes occupé de lui, j'imagine, vous l'avez Ouais, choyé, vous lui avez donné tout votre oui, amour, évidemment. tout, tout. Euh, ça devait être une sacrée période, hein. C'était une énorme chance. On a eu cette chance-là. Faut savoir que quand tu te retrouves avec ton enfant qui part en néonat, c'est pas, tu es dépossédé de ton rôle de maman et de papa. Tu subis, tu fais ce qu'on te dit. Alors bien sûr, hein, tu fais les couches, mais rien que, comme je l'ai déjà dit, pour moi, l'allaitement était très important. Donc j'ai continué à tirer mon lait pour pouvoir garder mon rôle de maman. Alors il pouvait pas le téter, mais on le mettait dans les seringues et ça passait par la sonde. J'ai pas Ah réussi oui, à t'as combler tous ses maintenu ça. besoins. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ça, l'allaitement, Waouh, il avait besoin d'avoir Pour moi, le lait maternel, c'est la nature, bien sûr. c'est la création. Donc, on ne peut pas y avoir mieux que le lait de maman. Mm. Quand on peut donner, je n'ai pas pu combler ses besoins dans cette totalité, mais j'arrivais à tirer 50%. C'est incroyable. Euh, mais voilà, donc être dépossédé de son rôle de papa, de maman, son pouvoir de décision, ça a été très compliqué. Et ce bonheur de pouvoir rentrer à la maison, c'est plus l'équipe médicale qui nous disait quand on pouvait faire le bain. On avait Bien appris à sûr. faire le bain, comment, à sécuriser sa sonde nasogastrique pour pas qu'elle se soit une gêne pour le bain. Et le bain, c'était quelque chose qui atténuait énormément les douleurs d'Adam, qui le fatiguait, mais qui atténuait énormément ses douleurs. Alors parfois, avant de passer à un traitement trop fort, on avait nos petites méthodes. Donc ça a été 2 mois merveilleux, extraordinaires. Ouais, vous en avez profité malgré la Oui, lourdeur des circonstances, du ouais, contexte. Ouais, ouais. ça c'est fou, hein. Et donc au bout de 2, 3 mois, là, on vous annonce que du coup votre enfant est condamné. Oui, oui. On nous annonce qu'il est condamné et de ce qu'on en avait parlé avec la neuropédiatre, les différents protagonistes pardon, du milieu médical, on devait plus s'attendre à ce qu'il perde en force et aussi à éventuellement une, euh, une arrêt de l'alimentation. Voilà, on est rentré en soins palliatifs. Pour dire les mots, quand on est rentré à la maison, ce n'était plus soins intensifs, mais c'était soins palliatifs. D'accord. Accompagnement vers la fin de vie. Il avait déjà fait en néonat le 31 octobre, le jour d'anniversaire de son papa, un arrêt cardio-respiratoire. À l'époque, on pensait que c'était dû au rhume qu'il avait attrapé en allant à Jeanne de Flandre. D'accord. Comme il avait des difficultés respiratoires de par sa maladie, on pensait que bon bah voilà, les sécrétions avaient fait que il s'était étouffé et que il a dû être réanimé. Euh, je me perds un petit peu, pardon. Et du coup, moi, je voulais pas voir que c'était cette atteinte du tronc cérébral qui avait provoqué cet arrêt cardio-respiratoire. Donc, en rentrant à la maison, on s'était préparé à ce qu'il s'affaiblisse petit à petit. À un moment, Mm. on allait voir que les traitements allaient être de moins en moins efficaces et qu'on allait devoir l'accompagner dans l'endormissement, si tu préfères. Bien sûr. Mais ça s'est pas passé comme ça. Un jeudi, le jeudi 1er février 2024, on est allé le matin chez voir en consultation chez sa neuropédiatre. On ne faisait aucune sortie à part les consultations importantes avec sa neuropédiatre à l'hôpital. On a eu les D'accord. félicitations du jury. Il avait dégluti devant elle. Il lui avait fait son plus beau sourire. On avait des projets. Comme il avait déjà presque 5 mois, je voulais mettre en place sa diversification alimentaire par la sonde nasogastrique. Je voulais pas lui donner des trucs industriels, mais médicaux. Je voulais que ce soit moi, sa maman, qui lui prépare ses petites soupes et qu'on Bien puisse la faire sûr. passer. Donc, on devait voir une diététicienne, un gastro-entérologue. Mm. Ça, c'était le jeudi matin. On est rentré l'après-midi, son papa est parti au travail. Il y a eu les prestataires, le kiné qui est passé, qui aidait à la respiration, le prestataire pour le système d'aspiration, tout ça. Tout le monde est passé. Et là, il était en train de dormir. Il avait une grosse crise de douleur entre deux. J'avais dû encore lui donner de la morphine. Il avait un protocole très précis en cas de crise de douleur.
Et là, ça y est, tout le monde part. Et je lui ai dit, maman, elle arrive, je vais te prendre dans mes bras, on va faire le câlin. Malheureusement, son petit cerveau en a décidé autrement. Et voilà, il a fait l'arrêt cardio-respiratoire. Voilà, pardon. Qui, En euh, tout temps. qui l'a libéré de toutes ses douleurs. Voilà. Et ces 5 mois de vie avec mon fils a été la plus grande aventure de toute mon existence. Je suis tellement fière d'être sa maman. Ah bah tu peux, tu peux. J'avais dit que je pleurerais pas, hein. Merci pour votre écoute. Voilà notre histoire. Donc aujourd'hui, Adam m'accompagne dans chaque instant, chaque instant de ma vie. Alors il y a eu Oui, un c'est déjà. grand travail de deuil, notamment avec Fabienne, ma psychologue, qui elle a été là dès le premier jour de vie d'Adam. Donc D'accord. euh, c'est elle qui m'a aidé à me relever de tout ça. Et maintenant j'ai passé le cap de la culpabilité pour être vraiment dans l'amour et la gratitude d'avoir eu mon fils. Bien sûr, oui, c'est t'as ressenti justement cette culpabilité. À la culpabilité. La culpabilité, pas forcément de son envol, parce que j'aurais pas pu. J'ai pratiqué les soins d'urgence, hein, le massage cardiaque. J'ai essayé d'aller aspirer les sécrétions comme on nous avait appris. Mais non, c'était son moment. Personne n'aurait rien pu faire. Mais la culpabilité pour une maman, quand ton enfant souffre, la douleur, ça a été beaucoup ça après son envol. Je pense que voir son enfant souffrir, c'est avec le Bah, deuil, bien évidemment, avec la perte de son enfance, c'est c'est la pire inhumain chose. comme ouais. J'avais tellement envie de lui prendre son mal quand il Bah y oui. avait les crises de douleur. Donc beaucoup de culpabilité, mais j'ai fait de mon mieux. Ah Et bah, ça, c'est le travail sur la culpabilité. Une fois que j'ai réussi à m'en libérer, alors pas à 100%, il y aura toujours des jours plus compliqués que d'autres. Les dates sont terribles. Les bien dates, sûr. mais voilà, revenir en son cœur, être centré en l'amour, c'est vraiment ce qui m'a permis de d'avancer. Et avec ton mari, comment ça s'est passé? Ça doit être ton rock, j'imagine. Mon mari, c'est comme ma psychologue, c'est mon phare dans la nuit. Mon mari est Hmm. une personne qui a énormément de foi, qui vraiment, vraiment, vraiment puise sa force dans la foi. Et souvent, on me disait, bah, dans des histoires pareilles, dans des malheurs pareils, c'est qui tout double. Et nous, ça nous a renforcé le mariage, les liens, et on est plus fort que jamais. Alors, je dis pas, hein, il y a des jours où, C'est normal. où, euh, voilà, où c'est pas tout beau, tout rose, hein, comme un couple, hein, comme un mariage. Hmm. Mais on a vécu cette chose. Moi, j'ai vu mon mari faire des soins à mon fils, euh, alors que changer une couche, il savait pas le faire avant d'avoir eu. Enfin, Bien vraiment, sûr, ouais. c'était. Donc, c'est mon héros, mon mari, c'est mon héros. Comme tu dis, c'est mon rock. Hmm. Ah oui, Ouais, j'imagine là l'importance d'être là pour l'autre dans des situations extrêmes telles ouais. que celle-ci, quoi. Sa résilience, sa résilience. J'ai puisé dans sa résilience parce que moi, j'ai eu beaucoup de colère envers la C'est vie, vrai, envers ce qui bah, nous c'est une arrive. étape Ah, la, du col- deuil la aussi, colère hein. la colère d'une maman. On m'a Bien pris. sûr. Pour moi, les enfants, c'est un peu. Il y a l'absence, le manque. C'est un peu. Ouais, c'est un manque un peu comme une drogue. C'est l'odeur de l'enfant et tout. Moi, j'étais en colère. Mon mari, il a été résilient tout de suite. Donc, vraiment une grande force. Incroyable. Quelle histoire, quelle histoire. Et alors toi, Anaïs, pendant ce temps, tu tombes enceinte, Ouais, moi, j'accompagne Katou bien du sûr. mieux que je peux. Je pense que toute la grossesse de Katou et toute la vie d'Adam ours, moi je l'appelle comme ça. Mm.
Je pense que je vivais en fait par procuration. Parce que vraiment, je pense qu'on n'a jamais été autant au téléphone Hmm. que pendant cette période. Tu peux m'arrêter qu'à tout, mais en tout cas, moi, Ah, tous les jours, il y avait un message, tous les jours, il y avait un appel. ouais, Si je pouvais pas répondre, si j'étais pas assez en forme pour répondre, Anaïs patientait, mais tous les jours, il y avait un message d'encouragement. C'était, ça a Ah, aussi c'est été sûr. un pilier, hein. Ouais. ouais. Moi, je me souviens de grandes étapes quand vous êtes allé à Jeanne de Flandre et avoir reçu un vocal de Catou qui me dit, bah là, en fait, c'est du soin palliatif. Enfin voilà, j'ai vraiment vécu en fait toutes les étapes comme Hmm. ça, à travers des photos, à travers des vidéos, à travers des appels, à travers de la visio. Parce que du fait de la fragilité en fait d'Adam, on ne s'est pas déplacé avec Pierre et avec Auguste Oui, parce qu'on j'imagine. avait peur que Auguste était en collectivité, il était en crèche, on Mhm. avait peur qu'Adam puisse avoir tout ce qui est bronchiolite, etc. Tout à fait. Hmm. Donc moi j'ai connu Adam, notre petite étoile, à travers voilà, des photos, des vidéos. Voilà, donc moi je l'ai vraiment connu comme ça. Et puis oui, je retombe enceinte en décembre et puis je refais un arrêt de grossesse. Mais là c'était assez discret parce que vu ce que Katou vivait, je me suis pas étendue sur le sujet. J'étais triste, bien sûr. C'était ma troisième fausse couche. Et puis, euh, juste après ma fausse couche, en fait, on me diagnostique une maladie, la maladie d'Ehlers dans l'os. D'accord. Euh, Alors, qu'est-ce que c'est? c'est une maladie rare. Qui a beaucoup de facettes. Moi, c'est le type hypermobile. Donc, en fait, c'est une anomalie dans le collagène qui fait que je suis hyperlaxe. Je fais beaucoup de luxation, par exemple Ah, au niveau des genoux, au niveau des épaules, etc. Et donc, on m'apprend la maladie des lers dans l'os. En même temps, je commence à aller voir un médecin reproducteur parce que troisième fausse couche, donc début des démarches en prévision peut-être d'une PMA. bien sûr. Voilà, tout s'est fait un peu en même temps. Ouais. On fait tous les examens avec mon mari, on ne trouve aucune cause, à part justement cette maladie des lers dans l'os, puisque avec l'hyperlaxité en fait des tissus Mhm. conjonctifs, il y a une difficulté en fait d'implantation. Et donc à chaque fois, il y a des retards au niveau de la croissance de l'embryon. Euh, D'accord. donc, Et oui, c'est ce qui explique potentiellement ces fausses couches. C'est ça. En tout cas, on voit aucune autre cause. Mhm. Donc voilà, moi, cette troisième fausse couche, je la vis plutôt bien, malgré tout. Je Ouais. pense que je suis emportée dans quelque chose où c'était le moment de l'Avent pour nous. Donc moi, je suis catholique pratiquante. Et donc, c'est un moment qui me porte beaucoup, l'Avent. Et donc, ça Mhm. m'a portée. Et donc, voilà, je l'ai vécu plus ou moins bien, on va dire. En tout cas, mieux que les deux précédentes. Et puis, ma tête était beaucoup auprès de Katou, au Tout final. à fait. Mhm. Donc voilà. Et puis moi, donc je retombe enceinte fin janvier. D'accord. Donc le 24 janvier. Et puis là, nous commence une nouvelle aventure, puisque c'est une grossesse qui est naturelle, mais là où on met pas mal de traitements en place, hein, de la progestérone, Ah oui. beaucoup de progestérone, beaucoup d'aspégique nourrisson, etc. En tout cas, on teste ce protocole-là pour essayer de maintenir en gros le fœtus et qu'il puisse grandir. Euh, et ça fonctionne, mais c'est aussi rythmé par beaucoup d'échos, une tous les 10 jours pour voir Ah l'avancée. oui. Oh, c'est Ouais. énorme. Une D'accord. en plus des taux, etc. Donc, début de grossesse, en tout cas très médicalisé pour voir si tout se passe bien, quoi. Bien sûr. Et puis alors, j'imagine aussi un état d'esprit entre forcément tes trois précédentes fausses couches
plus l'histoire de Katou, d'Adam, j'imagine que l'insouciance qu'on peut avoir Ouais. parfois lors d'une première grossesse, quand on n'a pas eu dans son entourage ou même pour soi-même des épreuves aussi difficiles à traverser, j'imagine que l'insouciance n'est plus là. Il n'y a plus aucune insouciance. Oui. Euh, 2 fausses couches sur 3, on a pu entendre en fait le cœur de l'embryon D'accord, et après il y a eu un arrêt. Donc je peux te dire que je connais les échographies par cœur, j'imagine. n'importe quel stade de l'embryon. Vraiment, on T'es peut pas me incollable. bouger, je suis incollable. Donc non, il y a plus aucune insouciance. Et il n'y a plus non plus, quand on tombe enceinte, quand on est une future maman, on en parlait la dernière fois avec Katou, c'est le fait en fait, on veut protéger son enfant, tu vois. Bien sûr. Même si c'est un embryon, même si c'est un grain de riz, même si c'est un grain de semoule, on a quand même ce côté un peu hyper protecteur tout de suite. Et ça, en fait, eh ben, quand on a vécu plusieurs grossesses qui se sont arrêtées, eh ben, on vit cette impuissance un peu que on a beau avoir ce côté hyper protecteur, on est impuissant et on a la main sur rien du tout en fait. C'est C'est un vrai. lâcher prise total. Mm. Et ça, vraiment, je l'ai expérimenté. Et puis, j'avais énormément aussi de colère vis-à-vis du corps médical pour Adam. Ah, Là, tout de suite, je me suis dit, c'est pas normal, ils auraient dû le voir, c'est impossible, vraiment, enfin, avec tous les symptômes qu'il a, tout ce qu'il vit, c'est incompréhensible qu'on puisse pas voir ça en donc 2023-2024. Moi, j'avais énormément de colère en moi par rapport au corps médical et par tu rapport à ce l'avais, que... cette colère, Catherine, toi, envers le corps médical à ce moment-là? Non, pas à ce moment-là, j'ai pas eu le Non. temps. J'ai pas eu le temps et j'ai été portée aussi par ma foi sur il s'est passé ce qui devait se passer. J'avais pas l'énergie pour avoir de la colère pour qui que ce soit puisque le combat était pour mon fils. Ouais. Bien sûr, je comprends. Alors aujourd'hui, je n'ai plus du tout confiance là, pour la grossesse actuelle, je n'ai absolument pas confiance au corps médical, mais je suis également portée par l'idée que il se passera ce qui doit se passer sur notre chemin. Ouais. Ouais, tu fais preuve d'une résilience assez Mm. incroyable. Mm. D'accord, donc toi, Anaïs, oui, plutôt un sentiment de colère qui t'animait, en tout cas vis-à-vis de Ouais. l'histoire qu'avait connue ton ami, ouais. Énormément et puis quelque chose qui m'a profondément marqué et choqué. Ah oui. Et ce qu'Adam a vécu, ça a conditionné ma grossesse. Ce que Eh oui. Katou a vécu aussi. Et vraiment, mais pendant toute ma grossesse, jusqu'au jour de l'accouchement, Ouais. j'étais persuadée qu'il y a quelque chose qui allait mal se passer, que les médecins n'avaient pas vu quelque chose. Eh Et oui. pourtant, j'ai été suivie par ma maladie des lèvres dans l'os, par, je pense, le plus meilleur professeur de Necker, Ouais. qui me disait pendant les échos, toutes les grosses échos ont été faites à Necker, et qui me disait, mais en fait, il n'y a rien, Naïs. Arrêtez de penser au pire, c'est affreux ce que vous pensez. Il n'y a rien, elle va bien. Ce qui s'est passé pour votre amie, c'est son histoire, c'est pas la vôtre. On me l'a Oui, toi, tu beaucoup faisais un répété. transfert, ce qui est un peu, ce qui est compréhensible, hein. C'est ça. Mais moi, c'était impossible que Pia naisse de façon sereine et qu'elle soit bien, en fait. Qu'elle D'accord. aille bien. Eh Pour ouais. moi, il se passait quelque chose. Oui, donc c'était 9 mois quand même d'angoisse, de peur, de colère, une grossesse compliquée sur le plan psychologique. Ah oui, très, très, très compliqué sur le plan psychologique. Une grossesse à nouveau suivie par une psychologue et une grossesse beaucoup aussi suivie par les sages-femmes. Et en fait, on n'en parle pas assez de leur rôle qui est mais hyper important Eh parce oui. qu'elles s'occupaient de moi physiquement pour toutes les mesures, Mhm. etc. Mais elles étaient là aussi pour me rassurer euh, psychologiquement, chose que les médecins, par exemple, ne faisaient pas.
Tout à fait. Moi, je suis tombée sur un professeur génial, mais pour lui, c'est A plus B. Il y a pas la dimension psychologique du tout là-dedans. C'est vraiment hyper terre à terre, hyper réel. Non, votre fille n'a rien. Euh, Oui. Votre fille met les mains devant les yeux. Oui, mais en fait, c'est pas de l'arthrogrypose. Et moi, j'étais persuadée que c'était de l'arthrogrypose. Les sages-femmes, eux, elles ont réussi à, à me contenir, on va dire, pendant 9 mois. Et oui, elles apportent ce soutien humain dont on a bien Mm, besoin mm. quand on est enceinte, qu'on est déjà Oui. vulnérable, et puis d'autant plus, en effet, vu le contexte. Donc ton terme était prévu en octobre, c'est ça, 2024? Oui, c'est ça, fin octobre 2024. Et D'accord. puis, du fait de ma maladie, pour éviter que ce soit trop compliqué sur le plan physique après l'accouchement, Mhm. que ce soit quand même un petit bébé, pas sur un gros poids. Ouais, Donc, on a décidé de me déclencher à 38 semaines. d'accord. Et les choses se sont bien faites puisque j'ai multiplié les séances d'acupuncture et en fait, j'ai perdu les os devant les urgences à Necker ce jour-là. Incroyable. Ah oui, donc là, non, le bébé, il a décidé d'arriver de Voilà. lui-même. Elle devait arriver ce jour-là. Ah oui, c'est rigolo ça, d'accord. Et alors, ça s'est bien passé cet accouchement? Ça s'est bien et moins bien passé. Et ça s'est bien passé sur le plan physique. Puis il y Ouais, a j'ai été déclenchée. Le déclenchement a été un peu retardé parce que c'était un peu le bazar dans les autres salles. Voilà, il y avait beaucoup d'urgences, etc. Donc on m'a fait beaucoup patienter. Mais une fois que le déclenchement a été lancé, je suis passée de 4 à Pia et là en 16 minutes. Donc ça ça s'est très bien passé et ça a été très vite. t'avais la péridurale? Qui n'a pas fonctionné sur moi. Donc, j'ai accouché sans péridurale. Ce qui a été le plus long, en fait, c'était l'attente Hmm. de son arrivée. Ça a été très dur jusqu'au bout. Je disais aux sages-femmes, à Maya, qui était ma sage-femme, en fait, j'arriverai pas à la regarder. Je sais qu'elle a quelque chose. Je suis persuadée qu'elle a quelque chose et je sais pas comment. J'ai peur de la rencontrer. En fait, j'avais peur de la rencontrer. Je l'aimais profondément. C'est notre bébé miracle. On l'a attendue, on l'a désirée. Voilà, elle est exceptionnelle, tout comme son frère. Et on, on l'a vraiment, on l'a vraiment beaucoup attendue. Mais j'avais extrêmement peur de la rencontrer, de peur qu'elle ait quelque chose et qu'on n'ait pas vu à l'accouchement, pendant les échos et Ah oui. pendant la grossesse. Et en fait, ça s'est fait finalement tout naturellement, puisqu'elle est arrivée comme un boulet de canon. Et à croire que c'est vraiment fait exprès, parce qu'elle est arrivée comme ça, un peu paumée, en mode ben, je suis là, on me l'a mise sur moi. Alors je disais, mais en fait, je pourrais pas faire de peau à peau, j'y arriverai pas. Et en fait, on me l'a mise, et là, une explosion, quoi. Une explosion d'amour. Je les regardais, elle me regardait avec ses grands yeux et elle pleurait beaucoup. Et là, Sacha me disait, mais vous voyez Anaïs, elle pleure, elle vous dit qu'elle va bien, rassurez-vous, tout va bien. Et notre projet de naissance avait été construit aussi sur, en fait, on fait tous les examens dès qu'elle naît. Vraiment, Eh oui, t'avais ce besoin d'être voilà. assurée Ouais. très vite, quoi. C'est ça. On check tout et ensuite, contrairement à Auguste par exemple, où on me l'a laissé pendant 2 heures et ensuite on Ouais. a fait tous les examens. Mhm. Voilà, là vraiment, tout de suite elle a été checkée. Euh, donc ça a été, c'était dingue comme accouchement, dingue. Tu m'étonnes. Oh là là, c'est fou. Et alors toi, Catherine, pendant cet automne 2024, tu as un peu connaissance du coup du résultat biologique, c'est ça qui a été mené sur Adam? Oui, ça nous a été annoncé en août 2024. Donc, une D'accord. maladie génétique, le syndrome de Schaaf-Yang. Ok. C'est sur le chromosome 15, l'atteinte du gène MAGEL2, pour donner les détails. C'est un syndrome un peu plus poussé que Prader-Willi, mais c'est une de ses branches. Il y a 200 cas dans le monde. Donc, Ouais, ok, mon fils extrêmement rare. n'a pas fait les choses à moitié. Hmm. La bonne nouvelle, c'est qu'en ayant le diagnostic, c'est que Ahmed et moi, nous ne sommes pas porteurs. C'est vraiment un Ah coup oui. de...
un coup de malchance, de chemin de vie. Donc voilà, août 2024, oui. Mais au moins, vous étiez quand même rassuré, malgré, j'imagine, évidemment, la lourdeur de ça, du fait que si vous aviez un troisième enfant, en tout cas, il n'y aurait pas de risque, a priori, que ce nouvel Là, enfant ce soit serait, porteur. là, ce serait vraiment, vraiment pas de bol. Vraiment, Voilà. là, On va dire que j'avoue ça, que. ça ne frappe jamais deux fois au même endroit. D'accord. Bon, et Catherine, j'ai une question. Est-ce que tu pouvais parfois peut-être ressentir de la jalousie, ou en tout cas être envieuse envers tes amis, j'imagine ton entourage forcément, qui eux vivaient une maternité, on va dire, classique, où tout allait bien, ou est-ce que tu n'avais pas de place pour ces sentiments-là? Pas au début, pas quand Adam s'est envolé. Déjà, mon corps s'est effondré. Je me suis retrouvée avec des douleurs. Le mental était là, mais le corps vraiment m'a lâché. Des douleurs, de la fatigue. J'ai mis des mois et des mois à me relever. Et tout de suite, on était dans, bah, il faut une nouvelle grossesse. Pas pour remplacer Adam, mais Ouais. parce que de toute façon, c'est notre projet de famille depuis Et oui. 2021. Donc, Oui. voilà, c'est tout. Et donc, pas tout de suite. En décembre 2024, Ouais. oui, c'est ça, on a décidé de repartir pour un parcours PMA. Et là, j'ai commencé à. Parce que le parcours PMA, il faut savoir que c'est très difficile. Les injections d'hormones, pour le papa, c'est difficile parce qu'il y a des examens qui sont pas évidents, qui sont contre nature. Mais pour nous, la femme, c'est vraiment le corps encore qui prend beaucoup. Les Voilà. injections d'hormones, oh là là, Seigneur. Et là, vraiment, ça a été une surprise pour moi parce que j'avais jamais eu de jalousie, jamais eu de colère. Ça n'a pas été pour les personnes de ma famille qui ont subi des épreuves. Justement, Hmm. on a fait solidarité, par exemple, avec Anaïs qui a eu PIA. Bah déjà, je ne savais pas qu'elle avait autant souffert psychologiquement pendant sa grossesse et cette peur par rapport à ce que nous avions vécu avec Adam. Mais par exemple, je savais que Anaïs, c'était s'il y avait bien un couple qui méritait d'avoir un enfant en bonne santé, c'était eux. Parce qu'elle avait connu Hmm. les fausses couches, elle avait connu, voilà, aussi la santé qui flanche. Mais par contre, oui, ça m'a pas plu hein, d'avoir ce sentiment de jalousie et de colère. Non, je comprends, C'était pas mais il moi, est c'était légitime. vraiment pas moi. Mais quand tu te baladais dans la rue et que Et tu ouais. voyais surtout des parents en négligents, avec des enfants pas bien habillés, où il fait froid dehors, ils ont pas une veste, ou des parents maltraitant verbalement envers leurs enfants, ça me rendait folle, vraiment. Là, je me dis, mais vraiment, toujours une colère, une jalousie, ou les personnes qui tombaient enceintes facilement. Tu te dis, pff. La Mais vie est après, bon, injuste parfois, oui. ouais, ouais, cette injustice. Et j'ai eu tout un chemin de guérison par rapport au fait que la vie n'est pas une méritocratie. Et c'est pas parce que tu es bon que tu as le droit à. C'est la vie, c'est comme ça. J'ai énormément foi je l'ai dit à plusieurs reprises, le chemin de vie, la voie de notre âme. Et donc c'est pour moi, si ça arrive, c'est qu'il y a une raison. On ne le sait pas sur le moment, mais il y a toujours une raison à la création et à ce qu'on vit. Alors même si c'est dans l'épreuve et je dis pas, on souffre, on est malheureux, euh, il y a beaucoup de douleur. Mais je me raccroche à l'idée que ce n'est pas pour rien. J'ai besoin de donner un sens. Sinon, là, je pense que je tomberais dans la folie. Oui, et je pense que ta foi, là, t'as vraiment aidé, Ouais, j'imagine, à faire preuve d'une telle résilience. ouais, ouais. C'est évident, ouais. Bon, et alors aujourd'hui, Catherine, tu es enceinte? Alors, si je peux juste revenir sur ma troisième grossesse, donc Oui, qui a été une pardon. grossesse naturelle, donc en décembre 2024. Oui. Donc notre petite Rose. Et Rose s'est envolée dans mon ventre le jour de la date de décès de son grand frère, le 1er février 2024. Ça a été un Ah ouais. effondrement. Un effondrement. Je ne pensais pas que je vivrais un tel effondrement euh, aussi intense que la perte de son grand frère que j'ai connu, puisque Rose était en début de grossesse. Oui, mais pour toi, ça a Euh, été un raz-de-marée. exactement. Ensuite, bon, on a repris le parcours PMA. Il y a eu deux inséminations qui n'ont pas fonctionné.
Au bout de 2 Ok. inséminations, on m'a déclaré la maladie de Basedow. C'est une maladie auto-immune, le corps qui lâche. On revient sur cette notion du corps qui lâche. Le corps qui se rebelle contre lui-même. Et donc, ça attaque la thyroïde. Donc, maladie de Basedow, hyperthyroïdie. Et là, bah, mon endocrino, qui est un médecin exceptionnel qui me suit depuis le début, si j'ai un diabète au top du top, c'est grâce à lui et je le remercierai Mm. jamais assez, me dit, ben, il va falloir faire une pause dans la PMA de minimum 6 mois. Normalement, quand on veut stabiliser la base d'eau, il faut au moins 18 mois de traitement. Il me dit, on va Ah. tabler sur 6 mois. On va y aller franco, on va tabler sur 6 mois. Mm. Et là, j'ai pleuré 24 heures. Mais 24 heures, toutes les larmes de mon corps. Toutes, voilà, il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus de projet bébé. J'ai 42 ans là en octobre. Pour moi, la PMA s'arrête à 43 ans en France. Ah oui, d'accord. Donc, ben, j'ai pleuré 24 heures. Au bout de 24 heures, j'ai dit, ben, j'ai parlé à mon fils, enfin, à mes enfants. J'ai dit, maman, on va se remettre en santé et advienne que pourra. C'est la création qui décide, advienne que pourra. J'ai repris la marche, j'ai continué mes efforts alimentaires. Je suis allée faire des câlins aux arbres. J'ai Ouais. beaucoup prié, j'ai beaucoup médité. Ouais. Et je suis devenue ma priorité. Mon mariage également, mais je suis devenue ma priorité. Parce que, en fait, finalement, mon existence tournait autour de la maternité et mes enfants, mais moi, je m'avais oubliée. Mais oui. Eh ben, je te le donne en mille. Ben, un mois après, j'étais enceinte. Donc là, j'ai une petite Luciole, Incroyable. presque 12 semaines d'aménorrhée. Euh, Autant pour Rose, dès le début, je me suis dit ça va pas bien se passer. Autant là, j'ai voilà, beaucoup de foi et puis on verra bien. Mais oui, mais je suis sûre que On ça va l'aime super bien se déjà. passer. Quelle nouvelle, en tout cas, c'est incroyable, hein. Ouais, c'est chou. Bon, et bah écoute, ton terme est prévu pour quand, Catherine? Le début mai, début mai Début mai, du coup, 2026. Ouais, 2026. Ok. ouais, oui. Bon, et toi, Anaïs, alors comment se portent Auguste et Pia aujourd'hui? Eh ben, tout va très bien. Auguste, c'est la bienveillance et l'empathie sur pied. C'est Il a de vraiment... qui tenir, je crois. Comment? Il a de qui tenir. Oui, oui, oui. Il est vraiment... il est extraordinaire, Auguste. Enfin, je sais pas, je suis pas, Objectif. je suis pas objective, mais en tout cas, et Auguste a intégré Adam dans Ouais. la famille de Catou. Vraiment, Ah, là, il a fait un dessin il n'y a pas longtemps et il a dessiné Adam en jaune parce que c'est une lumière, Comme une lumière, Adam. oui. Et vraiment, voilà, Auguste est extraordinaire. C'est un petit garçon qui est sensible, qui est émotif, qui prend soin de l'autre, qui est extrêmement attentif pour moi, pour sa petite sœur, etc. Vraiment, c'est un grand frère et un enfant et un fils extraordinaire. Et Pia est espiègle. Pia, Pia c'est c'est une vrai. fonceuse. Pia, c'est Pia. Elle a un caractère extraordinaire. Elle est hyper. Je sais pas, elle est extraordinaire, Pia aussi. Et je suis la plus heureuse des mamans. Et toi, Catherine, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu ressens le besoin, ou en tout cas, est-ce que ça te fait plaisir quelque part quand on parle bah d'Adam, quand on évoque son nom, quand on évoque son souvenir? Parce que je sais que parfois, peut-être, les gens n'osent pas, de peur de blesser ou de rappeler voilà, des moments moins évidents. Mais est-ce que toi, comment tu te positionnes sur ça? Je te remercie du fond du cœur de poser la question parce que justement, la difficulté, la gêne que les gens peuvent ressentir quand tu perds ton enfant, que ce soit en fausse couche ou à la naissance ou après la naissance, j'ai été confrontée justement au silence gêné de gens proches qui m'aiment profondément et qui ont fait de leur mieux. Mais moi, j'ai besoin de faire vivre mes enfants et encore plus Adam. Adam m'a tellement apporté, j'ai envie de crier sa vie, la joie qu'il m'a apporté au monde entier, j'ai envie de le hurler de tout mon être, de toute mon âme. Et quand on me parle de lui, quand on me pose des questions, tu vois, ce podcast avec toi, c'est juste un bonheur dans mon cœur. Pouvoir raconter la vie de mon fils, notre vie, nos liens d'amour avec Anaïs, Pierre, Auguste et Pia, c'est c'est merveilleux. Et donc, merci de poser la question. Oui, j'ai besoin de parler de mes enfants. J'ai besoin qu'on les fasse vivre parce que même Bien sûr. s'ils sont dans le pays des Lumières, euh,
on reste quand même des parents, il y a quand même cet amour qui va au-delà du voile. Et oui, oui, c'est important de faire vivre nos enfants envolés. Oui. Mhm. Eh oui, j'imagine. Bon, bah les filles, merci. Voilà, je peux vraiment vous remercier pour ces confidences. J'espère que ça n'a pas été trop dur de reparler de tout ça, mais en tout cas, merci beaucoup pour votre confiance. Bravo pour cette belle amitié que vous avez su entretenir, hein. À ce que je vois, c'est assez magique. Bravo à toi, Katou, pour cette résilience vraiment que tu as. Je trouve que c'est remarquable et très inspirant. Donc, merci pour ça. Et puis, bien sûr, on pense à tous ces bébés envolés, à Isaac, à Adam, à Rose, évidemment. On pense aussi à Pia, à Auguste et à ce petit bébé en devenir. Et on embrasse aussi vos maris qui ont l'air d'être des papas, en tout cas, extraordinaires et des conjoints plutôt très fiable sur qui on peut compter. Donc voilà, on embrasse toute cette jolie et grande famille de cœur. Et merci encore les filles pour ces jolies confidences. Merci Merci beaucoup. infiniment, Lou. Merci beaucoup. Et voilà les filles, c'est la fin de cet épisode. Et quel épisode, vraiment. Les larmes n'ont cessé de couler sur nos joues tout au long de l'enregistrement. Je veux redire ici toute mon admiration pour la résilience, la force et l'amitié d'Anaïs et Catherine, qui font d'elles de véritables sœurs de cœur. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et bien sûr, d'ici là, pour tous les parents qui traversent une épreuve similaire, les filles ont tenu à vous rappeler ceci. Le but Mm. de participer au podcast, c'est d'apporter nos voix et puis je ne l'ai pas dit, mais pour toutes ces mamans, vous n'êtes pas seules. Mm. Ouais. Ouais, pour toutes ces mamans, Merci. vous n'êtes pas seules. Ouais. I'm stressed and strained, anger and pain in the subway train. Now it's 2:30, long gone.